journal de ce 17 septembre 2015, le général Gilbert Diendéré est le nouvel homme fort du Burkina Faso. Il est le chef des putschistes qui ont renversé le régime de transition. La situation est confuse au pays des hommes intègres. Et puis, Hajj 2015, des pèlerins sont encore dans l'incertitude afin de regagner les lieux saints de l'islam, constat dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Direction du côté le Burkina Faso où renversement de la situation au Burkina Faso où le régime de la sécurité présidentielle a mis fin aux institutions de la transition et démis le président de la transition Michel Kafando de ses fonctions. La junte militaire qui a renversé les autorités de transition ont mis en place un Conseil national pour la démocratie CND dirigé par le général Gilbert Diendéré. Je propose de suivre la toute première déclaration du CND rendue publique ce matin. Les frontières terrestres et aériennes du Burkina Faso sont fermées à compter de ce jour, 17 septembre 2015, et ce jusqu'à nouvel ordre. Dans le souci d'assumer sereinement et de façon responsable la sécurité des personnes et des biens vivant au Burkina Faso, consécutivement aux manifestations violentes et aux actes de vandalisme qui ont caractérisé la journée du 17 septembre 2015, décide. Il est instauré un couvre-feu de 19h à 6h sur toute l'étendue du territoire national. Le président du Conseil national pour la démocratie, CND, appelle les populations au strict respect de la mesure. Les forces de défense et de sécurité sont chargés de l'exécution de la présente décision. Ouagadougou, le 17 septembre 2015, général Gilbert Diendéré, président du CND. Les choses sont allées très vite au Burkina Faso. Dans une interview accordée à France 24, le général Gilbert, président du Conseil national pour la démocratie, a expliqué les raisons qui l'ont poussé à renverser la table. Acharnement contre le RSP, l'instrumentalisation de la question pour créer une crise permanente au sein des forces de défense et de sécurité. Il y avait également le mépris de la hiérarchie militaire. Il y a aussi les questions politiques, notamment l'adoption de la loi électorale qui est une loi d'exclusion. On sait que vous êtes un fidèle de Blaise Compaoré. A-t-il joué un rôle dans ce coup d'État? Non, pas du tout. Je n'ai pas eu de contact avec lui, ni avant, ni même après. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de contact avec lui. Il ne m'a pas appelé, je ne l'ai pas appelé non plus. Les nouvelles élections, elles pourraient avoir lieu dans combien de temps? Je ne peux pas donner une période, une date. Bon, ce sera au cours de la discussion que nous allons envisager cela. Que va-t-il arriver au président Kafando, au Premier ministre Zida? Nous allons les libérer, nous n'allons pas les garder indéfiniment, nous allons les libérer. Est-ce que vous avez le soutien de l'armée? Oui, nous avons le soutien de l'armée, nous avons le soutien des forces de défense. Les procédures judiciaires contre Blaise Compaoré et ses proches, est-ce qu'elles vont être arrêtées? Non, nous n'allons pas nous intéresser aux procédures judiciaires. Nous ne pensons pas nous ingérer dans ces procédures judiciaires qui sont engagés ou doivent être engagés. Est-ce que vous êtes prêt très rapidement à remettre le pouvoir aux civils? Oui, nous sommes, dès que les conditions sont réunies, nous sommes prêts à le remettre. Nous ne sommes pas là pour nous éterniser au pouvoir. Vous n'avez pas l'impression de décevoir beaucoup de monde, non seulement au Burkina, mais à travers l'Afrique, puisque le soulèvement au Burkina l'an dernier avait été vécu comme un espoir pour beaucoup de Africains? C'est à eux de juger. C'est à eux de juger. Peut-être que je déçois certaines personnes, mais peut-être aussi que l'action que nous avons menée plaît à d'autres. Pour cela, c'est à eux de juger cette action-là.
Par rapport à cette situation au Burkina Faso, les réactions fusent de partout. Au plan national, donc la première réaction nous est parvenue, elle émane du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, le CODE. Le CODE qui condamne fermement et avec la dernière énergie la rupture du cours normal de la transition démocratique censée prendre fin en octobre 2015 à travers des élections libres, transparentes et honnêtes. Le Code condamne également le putsch perpétré par des éléments qui se trompent d'époque et cela au mépris de la volonté du peuple burkinabé qui a opté pour la démocratie véritable depuis octobre 2014. 3. Le Code demande instamment et sans condition le rétablissement des institutions de la transition et la libération des personnalités animant les dites institutions en vue de l'organisation des élections générales prévues le 11 octobre 2015. Et enfin, le Code qui exige de la CEDEAO de tout mettre en œuvre pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel normal au Burkina Faso, signé le coordinateur du Code, Kani Abdoulaye. Autre réaction, cette fois-ci au plan international. La réaction du groupe international de soutien et d'accompagnement à la transition du Burkina Faso. Les pays et les organisations membres du JITAF-BF sous la co-présidence de la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies condamnent avec la plus grande fermeté le coup d'État perpétré par des éléments des forces de défense et de sécurité burkinabé. Et il les rappelle le principe de zéro tolérance aux prises de pouvoir par la force. Le JITAF-BF rejette l'interruption du processus démocratique et exige la libération des otages détenus depuis le 16 septembre. Le JITAF-BF réaffirme son plein soutien à la transition en cette période cruciale pour l'avenir du Burkina Faso. Et enfin, le groupe international de soutien et d'accompagnement à la transition au Burkina Faso met en garde les auteurs du putsch qu'ils seront tenus responsables de leurs actes et de toutes les conséquences de ce coup de force. Autre réaction, celle des journalistes de 35 nations africaines réunis à Ouagadougou à l'occasion de l'édition 2015 du Festival international de la liberté d'expression et de presse. Je le cite, le peuple du Burkina Faso traverse une fois des moments difficiles marqués par l'intrusion du RSP sur la scène politique, mettant dangereusement en danger la transition politique qui se déroulait pacifiquement. Suite à l'appel du président du CNT, nous soutenons la résistance du peuple burkinabé. Nous, journalistes venus assister au FILEP, lançons un appel au respect du calendrier électoral. Exigeons la libération immédiate du président de la transition, du Premier ministre et des ministres pris en otage. Appelons à la mise en place d'un comité international de soutien au peuple burkinabé, signé le porte-parole Mamadou Si, directeur de publication Éveil Hebdo, un journal mauritanien. Et enfin, une autre réaction, celle de Reporters sans frontières, qui est préoccupé par la situation au Burkina Faso, où des militaires opérant un coup de force ont coupé la plupart des radios et télévisions privées et contrôlent la télévision nationale. Reporters sans frontières appelle le RSP et les militaires à faire preuve de retenue à l'encontre de la population et des journalistes et à laisser les médias travailler librement. Et déclare Clean Khan, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Dans leur allocution, l'armée dit vouloir des élections inclusives. Il est indispensable pour cela que les médias de tous bords soient autorisés à émettre librement et que leurs journalistes puissent aller sur le terrain couvrir l'actualité. Des ordres fermes doivent être donnés dans ce sens. C'était là la réaction de Reporters sans frontières par rapport à la situation qui prévaut actuellement au
au Burkina Faso. Revenons au pays donc après cette grosse page consacrée au Burkina Faso pour parler du Hajj 2015. On chasse le naturel et revient au galop, a-t-on coutume de le dire. Le problème du Hajj n'en finit pas au Niger de toute vraisemblance. En effet, ils sont encore plusieurs centaines les candidats à cette édition à ne pas regagner les lieux saints de l'islam suite à un problème intervenu dans leur acheminement. Le constat de Adam Soumana. Prévu prendre fin le 16 septembre, le transport des pèlerins nigériens connaît à la date d'aujourd'hui un léger retard. Une situation qui a amené les candidats n'ayant pas regagné la terre sainte d'Arabie Saoudite à assiéger les locaux du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah, sur lesquels ils rejettent la responsabilité. Par rapport aux machins, chaque fois on dit que voilà les vis, voilà les avions, voilà les machins, jusqu'à présent, les gens sont là-bas. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Dans les années passées, tu vois, chacun il n'a qu'à se débrouiller pour chercher des avions, tu vois. Et puis, ils font des efforts, ils font leurs machins, leurs formalités au niveau de l'autorité et tout ça, mais avec les trucs de côté, comme tu es attaché, tu ne veux pas aller chercher des avions, négocier et voir comment vous allez faire. Le problème, c'est le problème des avions, tu vois. Donc vraiment, nous ne comprenons rien de ça, on ne comprend rien, tout est chamboulé. Du côté des agences de pèlerinage comme des syndicats du secteur, les raisons de cette situation sont ailleurs. Le problème qu'on a eu, c'est quoi le problème? Il y a les vols qui ont été chamboulés. Il y a eu 4 jours qu'il n'y a pas eu de vol. Donc vous voyez, avec cet aspect, il y aura un désagrément au niveau des programmes. Donc ceux qui doivent partir, je ne sais pas, le 7 ou le 8, ils se sont vus recalés au 12, vous voyez. C'est ça le problème qu'on a eu. Parce que les avionneurs n'ont pas tenu leur engagement, n'ont pas honoré à leur engagement. Nous allons tranquillement dans le quota. On ne peut pas dire qu'il y a un problème de visa, sauf s'il y a des rejets qu'on doit reprendre. Mais sinon, concrètement, il n'y a pas de problème de visa. Mais le problème qui se pose peut-être, les gens qui ont peut-être passé par d'autres intermédiaires pour dire qu'ils vont leur faire des visas, et ce ne sont pas des agences. Voilà. Ils ont passé par l'autre couloir pour chercher des visas, ils n'ont pas gagné les visas. Et maintenant, ils vont dire que les agences ont refusé de leur faire des visas, alors que ce n'est pas la faute des agences. Parce que nous tous, nous sommes dans le système, et ce qui est dans le système a pu être inséré, sauf les rejets. Ainsi, pour le commissariat à l'organisation du Hajj, il n'y a pas matière à polémiquer. La situation est sous leur contrôle. Parce que ce retard accusé d'abord n'est pas dépendant de notre situation. C'est l'avionneur qui a accusé 24 heures de retard. Il a pu rattraper. Il a pu faire en sorte que les pèlerins descendent à Médine, quitter Médine 18 pour gagner la Mecque. Donc l'itinéraire n'a pas changé. Ça, c'est un acquis. Et le transport de 1500, déjà, on s'appuie pour que ce transport-là commence à partir de demain. Donc, si on peut les transporter en une journée si on a 3 avions de 500. Donc, voilà la situation. Je pense qu'il n'y a aucune inquiétude sur le fait que ces pèlerins peuvent, Inch'Allah, étudier leur rite comme les autres. Espérons que l'ensemble des pèlerins nigériens soient acheminés sans grande difficulté pour effectuer les rites du Hajj tels que recommandés par l'islam. Autre aspect de ce journal, une nouvelle équipe à la tête de l'Union des scolaires nigériens USN. Le tout nouveau comité directeur de l'USN a rendu public ce matin sa première déclaration. Celle-ci est axée sur l'association socio-académique et l'association au plan national et international. Le résumé de cette déclaration avec Asman China. C'est désormais un nouveau comité directeur issu du congrès tenu du 10 au 12 septembre dernier qui a la charge de conduire la destinée de l'Union des scolaires nigériens. La nouvelle équipe du comité directeur de l'USN a comme secrétaire général Ousseni Sambou. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens exige des autorités la prise en compte des revendications justes et légitimes des scolaires urgentes, notamment les laboratoires, les salles de cours, les amphithéâtres, les infirmeries, les bâtiments, les bus, les fournitures scolaires, les tables bancs, les paiements de la 3e bourse, la réclamation de l'aide sociale, les allocations, le recrutement des enseignants qualifiés et leur acheminement à temps. La régulation des années académiques au niveau des universités. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens
exige des autorités la finalisation dans un bref délai de tous les travaux en chantier. L'uniformisation du curriculum d'enseignement dans les instituts, écoles professionnelles et techniques. Exige la qualité des enseignants dans tous les instituts. Le CDISN demande un test d'évaluation pédagogique des enseignants des écoles professionnelles et techniques. L'amélioration des conditions de vie et d'études de tous les scolaires nigériens, que ce soit au niveau national que ceux qui sont à l'étranger. Le nouveau comité directeur de l'ISN a évoqué également la situation au plan national et international. Au plan international, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens s'insurge face au comportement inhumain réservé aux migrants, alors que cette migration est liée à la recolonisation des forces impérialistes dans le Golfe et dans les pays en voie de développement. Le CDISN présente ses condoléances les plus attestées aux familles endeuillées suite au drame survenu à la Mecque. Que la terre le soit légère. Amen. Au plan national, l'Union des scolaires nigériens constate avec peine et désolation que 55 ans après l'indépendance, le Niger reste le dernier de la planète et ne se caractérise que par les crises alimentaires, sécuritaires, économiques, etc. Malgré l'hyper-densité des ressources dont elle dispose, une situation irréversible qui ne saurait être expliquée. L'ISN déplore l'incapacité du régime à mettre les Nigériens à l'abri des inondations devenues chroniques, profite par les mêmes occasions pour présenter sa compassion aux populations victimes de ces fléaux et interpelle les autorités de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que ces populations surmontent ces dures épreuves. L'ISN appelle à toutes les composantes du pays, les leaders d'opinion, la société civile, la classe politique, les leaders religieux, les scolaires, à un sursaut patriotique pour l'émergence de notre pays. Autre conclusion de ce 11e congrès statutaire de l'ISN à noter, c'est le prolongement du mandat du comité directeur qui passe d'1 an à 2 ans et le traitement du litige de 2 sections de l'UEPTN qui a vu la consécration de la section dirigée par Nassirou Monkela. Et puis le comité national du fichier électoral biométrique a tenu cet après-midi à la primature sa première session ordinaire. L'examen et l'adoption du projet de compte rendu de la réunion précédente de ce conseil et l'examen du rapport d'étape et des activités du CFEP, tels sont les 2 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre, dont je propose de suivre les conclusions avec le Premier ministre Brigitte Raffini. Les opérations de recensement entrant dans le cadre de l'élaboration de ce fichier ont connu un retard dans leur démarrage. Au lieu de démarrer comme prévu le 25 mai, elles n'ont démarré que le 3 juin 2015. Il ressort également de ce que cela a impliqué, a eu comme conséquence une révision du chronogramme du CFEP, ce qui fait que le produit attendu, à savoir le fichier, au lieu du 30 septembre, il est prévu de le déposer le 31 octobre. Nous avons noté aussi de cet exposé que les résultats globaux provisoires de ce recensement qui a été effectué au cours de cette période a eu pour résultat donc une population recensée de 7 582 957 personnes. Moins que la population estimée. Donc les estimations faites sur la base des projections de la population recensée depuis 2012 étaient de 8 569 309. Alors nous avons réitéré le fait que pour le CNEF, comme la loi le lui impose, le lui prescrit,
nous devons tout faire pour effectivement veiller à la régularité des opérations. Je pense qu'un travail gigantesque a été fait déjà, qui n'a jamais été fait auparavant. Je propose à présent de suivre la réaction de l'opposition politique par la voix de Hussein Saratou à l'issue donc de cette réunion du Conseil national du fichier électoral qui s'est tenue cet après-midi dans les locaux de la primature. Un document nous a été transmis hier. Nous sommes venus à la réunion et nous avons jugé au niveau de l'opposition que ce document ne peut pas être apprécié aujourd'hui. Le débat a tourné autour de cela et nous avons estimé que ce n'est pas un travail à bâcler. Le CNF a une responsabilité politique énorme parce qu'en dernière instance, c'est le CNF qui apprécie et valide les résultats de recensement. Donc il n'est pas question qu'on bâcle le travail. Après discussion, nous sommes arrivés au consensus de permettre aux coordinateurs du CFF de faire l'exposé, mais l'analyse du document en tant que tel et les questions vont être posées à la prochaine session qui va être convoquée incessamment. C'est à ce consensus que nous avons pu arriver. Et au début, nos amis d'en face ne nous ont pas compris, mais à l'appréciation des faits, ils se sont rendus compte que ce n'est pas un document qu'on peut balancer comme ça. Il faut l'apprécier dans sa profondeur pour pouvoir poser des questions, pour qu'à la fin, lorsque nous serons amenés à valider des résultats, que ça soit à valider avec responsabilité et de manière consensuelle. Et nous pensons que l'exposé a été fait et nous avons demandé de reporter la réunion pour l'appréciation au fond et c'est ce qui va être fait, Inch'Allah. Et vous avez vu que les gens qui avaient même posé des questions et même avaient des difficultés à poser des questions. Cela est dû au fait qu'ils n'ont pas pu lire d'abord le document, parce que le document n'est qu'une synthèse, son exposé n'est qu'une synthèse du document. Il faudrait d'abord que les gens lisent le document. Mais une chose de sûre, il y a énormément de difficultés. Vous avez vu la question des villages qui sont rattachés par exemple au Burkina, et des Nigériens qui se disent qu'ils sont du Burkina, les Burkinabés disent qu'ils sont des Nigériens, la question des matrices de recensement, certaines régions, communes disent que ces recensement n'ont pas été consultés. Donc il y a énormément de problèmes. Il y a le problème des moyens, parce que les coordinations communales ont des arrêts de 2 mois et d'ici peu, on va assister à l'affichage de ces résultats-là. Ceux qui n'ont pas été payés, ils vont vouloir bloquer les activités. Donc il y a énormément de problèmes. Nous pensons que lorsque nous allons faire la lecture du document et à la prochaine réunion, nous allons pouvoir trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Mais jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, les résultats du recensement n'ont pas été validés d'abord. Ils sont des résultats provisoires. L'actualité dans nos régions, Cap sur Maradi qui va accueillir dans 3 mois la fête de la République. Et pour cela, la capitale économique de notre pays va bénéficier des travaux à travers un programme intitulé Maradi Kolia. Le point des travaux à 3 mois de la fête de la République avec nos envoyés spéciaux Michel Légy et Sadoui. C'est un vaste programme infrastructurel qui est en train d'être mis en œuvre. Des infrastructures routières, sportives et culturelles, ainsi que des réalisations d'embellissement à l'exemple de cette fontaine symbolisant la légende des communautés Hausa qui sera construite au grand carrefour du gouvernorat de Maradi. Déjà, c'est quelque chose qui fait à 8,80 m et Inch'Allah, quand ça va être réalisé, vraiment, c'est l'histoire des Hausa qui sera réalisée ici avec beaucoup de valeurs. Regarde même les ruelles, regarde comment c'est encadré. Si on aménage ici avec ce rond-point, avec un rond-point jet d'eau, le dernier jet d'eau, dernière technologie, et on va placer ici, Inch'Allah. Nous-mêmes, on veut faire comme ailleurs. Inch'Allah, vraiment, ici, ça serait le tour Eiffel de Maradi. Il y a des difficultés à la réalisation? Non, tout va très bien. Si on connaît ce qu'on fait, on ne peut pas avoir de difficultés. Est-ce que vous comptez terminer avant même le 18 décembre? Inch'Allah. Difficile par contre d'évaluer le taux d'exécution de ces travaux qui varie d'un chantier à un autre. Une seule chose est sûre, tout ne pourra pas être terminé avant le 18 décembre prochain. On ne peut pas terminer tous les projets qui sont en cours parce que Maradi Kolia, ce n'est pas seulement un programme qui doit être réalisé sur 2015, mais les infrastructures nécessaires pour la fête du 18 décembre seront Inch'Allah disponibles. Nous, notre souci premier, c'est de pouvoir réaliser les 25 km
de voirie qui sont prévues, puisque quand vous allez vous retrouver avec... nous avons aujourd'hui un goudron et nous allons nous retrouver avec une double voie, avec toutes les commodités requises. Nous allons avoir d'autres bâtiments flambant neufs et faire la toilette de la ville. Nous pensons que si nous arrivons à finir ces travaux-là, on peut dire que Maradi Kwalia peut être la belle. Maintenant, le reste des travaux, nous allons poursuivre après. Plus de temps donc à perdre et dans les grands chantiers, l'avancement des travaux est bien perceptible, même dans les soirées. Du sport pour clôturer cette édition d'information avec le coup d'envoi hier après-midi au stade municipal de Niamey du Caridas de la 5e édition du tournoi RTL Jeune Talent. Une dernière phase au cours de laquelle les 4 meilleures sélections régionales vont s'affronter pour déterminer le champion national du tournoi RTL U17. Après la première phase, les 4 meilleures sélections régionales sont à Niamey pour le Caridas de la 5e édition de RTL Jeune Talent. Une compétition qui revêtira bientôt le nom du championnat national U17 RTL. Il y a 4 ans, lorsque nous procédions au lancement de la première édition de ce programme, RTL Niger et la Fédération nigérienne de football nourrissaient le désir de voir s'exprimer les valeurs du football à travers notre jeunesse. En effet, il faut aujourd'hui que nous nous tournions vers les résultats auxquels nous sommes parvenus en 4 ans. Depuis la première édition, nous ne pouvons qu'être satisfaits du résultat. Sur les 3 éditions précédentes, nos jeunes ont compéti aux tournois finaux avec les plus prestigieuses et valeureuses équipes d'Afrique et en ont été sacrés champions à 2 reprises. C'est donc l'aboutissement d'un chantier mémorable que nous avons l'honneur et la légitime fierté de concrétiser avec le soutien de notre partenaire RTL Niger SA qui a accepté avec bonheur de le sponsoriser et de le financer entièrement. Le championnat national RTL U17 édition 2015, dans la dernière phase que nous lançons aujourd'hui et qui regroupe les 4 meilleures équipes régionales du pays, a été organisé en 3 étapes. Une première étape qui s'est déroulée au niveau des régions et qui a abouti à la mise en place des équipes régionales. Une deuxième qui s'est disputée entre les sélections régionales réparties dans 2 zones qui sont la zone A, Agadez, Tawa, Zender et Difa. La zone B, Tilaberi, Niamey, Dosso et Maradi. La 3e et dernière étape est celle qui commence aujourd'hui à Niamey sous la forme d'un carré d'as regroupant les 2 premières équipes de chaque zone, à savoir Tawa, Zender, Niamey et Tilaberi. Ainsi, du 16 au 20 septembre 2015, le stade municipal de Niamey abritera les matchs du carré d'as de la 5e édition du tournoi RTL Jeune Talent, une initiative de la Fédération nigérienne de football en partenariat avec RTL Niger qui comblera le vide dans le développement du football des jeunes dans notre pays. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.